à tous. Alors, est-ce que Bonjour. tout le Hello. monde m'entend sur le chat? Nous, on Nickel, t'entend bien. on est bon. Est-ce que sur Facebook, est-ce que le live m'entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Non? Si, oui. Ben. Ah, ça a l'air. N'hésitez pas à liker ou à commenter. On est bon? On a quelques personnes avec nous. Yes. Non? Est-ce que vous m'entendez tous bien? Ok, super. Merci Mélanie. C'était pour être sûr. Et donc, bonjour à tous. Bienvenue pour le 4e épisode de la première saison de la série Étudiants et entrepreneurs de la Why Not Factory. La Why Not Factory, c'est l'incubateur de start-up de l'ESAM, soit tout simplement le monde des possibles pour les entrepreneurs. La Why Not Factory, c'est également un espace de coworking pour nos étudiants incubés. Et c'est surtout un espace pédagogique où nous créons des ateliers, des outils et des formations sur l'entrepreneuriat. Je m'appelle Jean-François et je suis le responsable pédagogique du master entrepreneuriat de la Why Not Factory en partenariat avec l'école ESAM. Pourquoi cette série? Pourquoi ce titre? Notre objectif est simple. Vous prouver qu'entreprendre pendant ses études, c'est possible. Chaque semaine, je rencontrerai un étudiant entrepreneur qui vous racontera sa folle aventure. Vous saurez tout sur leurs succès, leurs challenges, leurs emmerdes, de la complexité d'entreprendre au fou rire que cela procure. Durant ce live, vous aurez bien entendu la possibilité de nous poser des questions au fur et à mesure et nous ferons tout notre possible pour y répondre. J'espère que vous m'entendez toujours bien et n'hésitez pas à liker ou à commenter ce live. Aujourd'hui, c'est un jeudi un peu spécial. J'ai 2 personnes avec moi. Pierre de Volana, qui partagera son expérience d'entrepreneur étudiant et je vous promets, il va nous faire rêver. Et Antonin, responsable de la Why Not Factory, qui, je vous le promets, va nous expliquer comment réaliser ses rêves. Moi, je n'ai pas le Antonin droit. est également coach pour Pierre sur son projet au sein du master entrepreneurial des âmes. Alors Volana, ce n'est pas une start-up spécialisée dans l'aviation, mais c'est la marque du futur meilleur hôtel éco-responsable de Madagascar. Pierre, comment vas-tu après ces 2 mois de confinement? Écoute, ça va, merci. Et toi? Bah, on fait aller. On fait aller. Et, et du coup, Antonin, comment tu vas et comment va la Why Not? Bon, écoute, on fait aller également. Non, ça va, ça va. C'est sûr que c'est une période qui était un peu complexe, mais je pense qu'il y a des entreprises qui en ont pâti. Il y a des entreprises qui ont aussi réussi à faire avec les éléments. Et donc, ça a continué, quoi. Ça a continué. Alors, Pierre, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Donc, alors, moi, je suis actuellement en Master 2 entrepreneur dirigeant avec l'option Why Not Factory. Et donc, j'ai commencé mes études supérieures avec un BTS MUC, donc toujours en alternance. J'ai toujours réalisé mes études supérieures en alternance. Donc, j'étais dans une entreprise qui était vendue au BHV Marais, au Galeries Lafayette, Haussmann. Donc, j'étais démonstrateur pour cette marque-là. Donc, 66°30, une marque de cosmétiques bio pour hommes. Donc ensuite, sachant et en ayant vu que d'attendre dans un magasin, ce n'était pas forcément pour moi, je me suis dirigé vers une licence management des activités commerciales, donc pour vraiment découvrir tout ce qui est côté commercial, aller chercher le client. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de compétences sur la vente, le commerce, etc. Et ensuite, j'ai voulu continuer dans le cadre de mes études, un master, pour qu'il puisse être là à m'accompagner dans mon projet entrepreneurial. Et ton projet, alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton projet, de Volana, de ce que c'est et explique-nous tout. Donc, alors, il faut bien s'imaginer, donc, dans un premier temps, donc, c'est un hôtel donc, qui sera situé à Madagascar, près de l'archipel de Nosy Be. Donc, cet hôtel, il sera au bord d'une plage paradisiaque, en ayant le sentiment d'être coupé du monde. Donc, un monde qui sera seulement accessible en bateau. Donc, le tout en dormant dans de magnifiques bungalows en bois réalisés tous à partir de ressources et matériaux traditionnels malgaches. Donc, cet archipel donc de Nosy Be, un peu pour vous expliquer aussi, elle est déjà très réputée pour sa beauté et ses plages, mais aussi et surtout pour sa richesse des ressources marines. Donc, notamment les cétacés, car ils viennent, en fait, ils passent par là pendant leur migration. Donc, on peut admirer des baleines à bosse, comme nager avec le plus grand poisson du monde, le requin-baleine.
Donc, l'établissement Volana, il sera composé de 10 bungalows, d'un restaurant, d'un lieu convivial et d'une plage. Donc, notre premier souhait, tout d'abord, c'est de proposer à nos clients une immersion totale dans la culture malgache en proposant de manger, par exemple, chez l'habitant via des partenariats, de se balader dans un village de pêcheurs ou alors comme passer une soirée dans un établissement typique malgache, etc. Notre second souhait, donc, c'est d'être surtout respectueux de l'environnement dans le cadre de notre activité. Donc, pour ça, on va mettre en place un parc solaire donc, qui alimentera l'ensemble de l'énergie, euh, ainsi qu'un système pour recycler l'eau usée. Donc, notre but, c'est vraiment d'avoir une politique au maximum qui s'approche du zéro déchet. Donc, ensuite, la cuisine, on proposera une cuisine au niveau du restaurant qui variera selon les produits du jour grâce aux récoltes de notre jardin qui approvisionnera le restaurant, mais aussi via des partenariats avec les pêcheurs locaux à proximité qui pourront nous approvisionner tous les jours. Donc ensuite, nous, on veut donner l'opportunité de découvrir l'archipel lors d'excursions dans les différentes îles de celle-ci. On veut, par exemple, faire des visites de plantations de vanille, proposer de la plongée sous-marine, mais aussi la visite d'un village local à proximité de l'établissement, où nous serons très actifs pour soutenir la communauté locale, les habitants, donc, par exemple avec une construction d'école, avec la construction d'un centre de santé, etc. Donc, au niveau du tarif, pour le moment, on est sur un tarif de 250 € par nuit. Et surtout, en venant chez nous, vous êtes pas seulement, enfin, vous êtes un contributeur à toutes les actions écologiques et sociales que nous allons entreprendre dans un pays magnifique et fragile, mais surtout, notre but, c'est que nos clients deviennent acteurs du changement en venant chez nous. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce que tu nous dis. Et justement, pourquoi Madagascar? Quelle a été ton inspiration? Pourquoi tout ça? Alors, à ce niveau-là, ma principale inspiration, ça a été mon père, parce que depuis une dizaine d'années, il y va très fréquemment. Et depuis 7 ans, il a une maison sur l'archipel de Nosy Be, particulièrement sur l'île de Nosy Comba, qui est une île volcanique. Donc, forcément, ça me permet d'y aller très fréquemment, donc au moins tous les ans. Et son lien avec Madagascar, car il connaît en fait, au fur et à mesure des années, il connaît les attentes des personnes sur place, il connaît aussi les problématiques qu'on peut y rencontrer. Et donc, forcément, c'est une personne sur laquelle je m'appuie pour de multiples conseils sur le terrain, surtout. Et justement, comment on fait pour gérer un peu un projet à l'étranger? Comment ça se gère? Alors là, moi, la chance que j'ai, c'est justement, j'ai mon père. Donc, malgré que je sois en France, dans le cadre des études, mais surtout en tant qu'entrepreneur, euh, lui, il peut gérer tout ce qui est sur place. Donc, comme par exemple la prospection du terrain, le démarchage des partenaires, etc. Donc ça, c'est un très, très gros bonus et un gros plus pour moi, car tout en étant en France, je peux quand même également avancer sur mon projet et donc ça, c'est super cool. Après, bien sûr, il y a des difficultés, on n'est pas sur place, on travaille sur encore un projet parce qu'on ne peut pas mettre encore nos idées en place concrètement, mais je pense que surtout, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter et après, le principal, c'est de ne pas douter et de se lancer et de foncer. De toute manière, dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la principale chose la plus importante, c'est prendre son courage à deux mains. Alors Après, justement, c'est compliqué d'être dans cette situation avec l'étranger. Actuellement, tu es à l'ESAM, tu es en entrepreneuriat. Et comment se passe cet accompagnement? Comment la Why Not et l'univers, en fait, surtout d'être d'un incubateur, te permettent d'avancer dans ton projet? Alors, ça me permet d'avancer par mon projet parce que déjà, on a donc, notre rythme d'alternance avec les âmes. Donc, c'est 2 semaines d'entreprise, une semaine de cours. Donc, il faut savoir qu'à chaque semaine de cours,
on a un point individuel avec Antonin. Donc, ça permet d'avoir un suivi régulier par et surtout pour moi, le plus important, c'est que ce soit par la même personne et pas par des personnes différentes à chaque fois. Il y a un réel suivi, il sait où on en est, il sait ce qu'on a besoin, sur quoi on va travailler. Donc ça, c'est une vraie aide sur l'avancée de mon projet, mais surtout, ça me permet d'avancer encore plus vite que ce que j'aurais pu avancer sans cet accompagnement-là. Donc après, nous, ce qui est bien aussi, c'est qu'on bon là, c'est un peu différent avec la situation, mais voilà, le fait d'avoir cette dynamique aussi, de se retrouver, à la Why Not, entre entrepreneurs, tout le monde à partager sur chacun des projets, pouvoir donner des idées, avoir des retours d'autres entrepreneurs. Ça aussi, ça permet déjà de se donner confiance un peu, de s'assurer que son projet n'est pas non plus farfelu, et cetera, qu'il y a vraiment du monde qui est là pour nous écouter aussi. Je pense, le plus important, c'est vraiment l'écoute et qu'on sente qu'on est entre guillemets «important». Alors justement, je rebondis pour Antonin. Quel est le plus gros challenge quand tu es coach ou quand justement tu vois aussi toute cette atmosphère dans un incubateur? Quel est le plus gros challenge quand tu es coach pour des entrepreneurs et qui ont leur projet et comment ça se passe? Bah, pour Pierre, il y a pas vraiment de challenge parce que la perspective de partir, dormir, 2-3 nuits à Madagascar dans un hôtel avec la mer, turquoise, franchement, il y a pire. Non, non, plus sérieusement, le challenge, ça va être de faire en fonction des personnalités de chacun parce que c'est vrai que accompagner des entrepreneurs, il y a le projet, mais l'idée, c'est une chose, l'exécution, c'en est une autre et donc nous, on doit vraiment se focaliser sur, sortir et accompagner les entrepreneurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Après, sur le projet de Pierre, plus en particulier, c'est effectivement un projet qui est à l'étranger, donc ça a des complexités qui sont bien spécifiques, c'est des cultures qui sont différentes, c'est des lois qui sont différentes. Donc, moi, je peux aider sur la partie vraiment entrepreneuriat pur, sur la démarche entrepreneuriale. Par contre, Pierre a eu l'intelligence de s'entourer aussi de personnes qui sont des spécialistes de l'endroit où il veut développer son projet et monter son projet. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment cette dimension d'aller au cas par cas, selon les besoins, selon les attentes de chacun. Et je crois que Pierre, ça, là-dessus, l'a fait plutôt correctement. Donc pour rebondir, bien sur ce que tu dis, ouais, pour moi, ce qui, je pense, qui est important et ce qui m'a aussi aidé, comme Antonin l'a dit, c'est que à partir du moment où on a l'ambition et l'intention d'entreprendre à l'étranger, surtout dans un pays qui a un fonctionnement totalement différent du nôtre, qui a une culture totalement différente, pour moi, bien sûr, il faut s'accompagner de personnes qui connaissent le terrain, qui connaissent les enjeux de la localisation en fait, mais aussi il faut s'intéresser au pays, il faut faire en fait une veille toi-même de ton propre, de toi-même pour mieux appréhender et mieux comprendre tout simplement comment ça fonctionne et comment tu peux adapter ton projet par rapport au fonctionnement du pays. Alors justement, est-ce que entre l'idée de base que tu avais et maintenant l'idée que tu as actuellement, qui va en plus sûrement évoluer, qu'est-ce qui a le plus changé sur tout ça? Alors la base, on n'a pas forcément changé parce qu'on a toujours, eu cette envie de partir dans l'hôtellerie. L'écologie, ça a toujours eu une place très importante dans le projet aussi, mais le côté social, c'est vraiment ce qui a changé dans le projet. Même quand je suis arrivé au début de l'année, en septembre, c'était un point dont je faisais attention, mais pas un point essentiel du projet. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un point essentiel au projet et c'est aussi notre motivation et pourquoi on a décidé de faire ça, c'est aussi pour aider les communautés locales qui ne demandent de toute manière qu'à avoir des moyens pour aussi avoir un meilleur quotidien. Après, il y a autre chose, je pense, plus sur la dimension, du coup, un petit peu en supervisant ça. C'est que, bah, comme pas mal de gens, tu es
tu es venu, comme pas mal de jeunes aujourd'hui, tu es venu avec un projet sur papier à l'étranger. Et il y a énormément de gens qui viennent avec des projets sur papier à l'étranger. Il y en a peu qui passent à l'étape d'après. Et je pense que là où Pierre a quelque chose vraiment à communiquer, et là où il peut vraiment passer un message, je pense, inspirant dans son discours, c'est qu'il a eu le mérite justement de ne pas laisser son projet juste sur papier et de commencer vraiment à aller, alors forcément en ayant la chance d'avoir quelqu'un et d'avoir des contacts vraiment sur l'endroit où tu voulais développer ton projet, mais tu as eu la chance d'aller dans cette direction, de rendre concret ce projet-là. Et même si tu es encore au début de cette aventure-là, c'est quelque chose qui a largement maintenant passé le stade de juste papier et qui a vraiment pris sens. Et ça, il me semble que c'est quelque chose de vraiment important. C'est d'autant plus compliqué sur les projets qui se font à l'étranger. Plus le projet est loin géographiquement, plus c'est difficile de mettre du concret dessus. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment important, de ne pas hésiter à vraiment mettre du concret sur son projet. Oui, Et même par de petites, comment dire? Par de petites étapes, c'est pas forcément, mais par exemple, nous, on a déjà réalisé le logo, ça permet au moins de mettre une identité sur le projet. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont permettre de laisser moins, en fait, le projet au stade d'idéation et plus de concret, en fait. Et justement, sur comment, donc c'est un projet à l'étranger, en plus c'est un projet plutôt à long terme, quels sont Ouais. les points vraiment essentiels pour toi qu'il faut tester là? C'est sur quel, pour expliquer un peu plus, quels sont les points sur lesquels tu t'es vraiment posé là actuellement? La température de Alors l'eau. non, bah, déjà, tout ce qui est, les problématiques, sur place, ça, c'est vraiment important, que ce soit au niveau, bah, de la prospection terrain. Les terrains, c'est pas comme chez nous où, bah, on l'achète, ça devient à nous, c'est des bails amphithéotiques. Enfin, voilà, c'est vraiment l'appréhension de toutes les difficultés sur place que tu peux avoir et rencontrer et déjà commencer à réfléchir comment tu pourrais, justement, bah, mettre en place ce projet-là avec l'ensemble de ces difficultés. Et quelle est la plus grosse difficulté actuellement que tu as rencontrée? Bah, alors actuellement, c'est la prospection du terrain, vraiment Ouais, sur c'est le vraiment projet en lui-même. Ça, c'est, bah, le plus dur, Ouais, étant pas sur place. pas aidé par la situation actuelle en plus. Non plus, voilà. Là, on devait déjà, visiter une deuxième fois un terrain, pour, valider dans un premier temps s'il nous plaisait ou pas. Ça n'a pas pu être possible. Bon, voilà, l'important, c'est que pour moi, c'est reporter mais pas abandonner. Donc, c'est vraiment une idée que j'ai toujours en tête. C'est même si c'est reporté, ça permettra toujours au projet d'être encore mieux travaillé et c'est pas du temps de perdu. Ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, la difficulté un peu que j'ai dans le projet que j'ai eu, c'est que, sachant que c'était une culture totalement différente, que, bah, voilà, les enjeux sont pas les mêmes. Au début, en fait, dans le projet, j'étais tout seul. Donc ça, mmh. c'était vraiment, quelque chose qui me tracassait parce que je savais pas trop comment faire. Le fait d'être tout seul, je savais pas trop comment faire. Du coup, cette quête d'associés, ça a aussi été très important pour moi et du coup, bah, là, maintenant, ça y est, nous sommes 2 officiellement sur le projet avec mon père en conseiller. D'accord, et justement, donc ton associé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je crois il est aussi très investi, Ouais. sur certaines causes. Ouais, alors donc mon associé, c'est Dylan Morvan, c'est un ami à moi, depuis tout petit et donc lui, il est, là, par exemple, il vient d'être rapatrié, il y a, 1 semaine d'Équateur parce que, bah, suite à la situation, mais parce qu'il était en service civique, pour s'occuper d'associations indigènes en Équateur par l'intermédiaire de l'ambassade de français. Donc, il a en fait, moi, c'est cette complémentarité aussi qu'on a trouvé, c'est que moi, j'ai plus tout ce côté commercial, démarche, et cetera, vente. Et lui, tout ce qui est plutôt côté social, comment gérer les projets, bah, par exemple, comme la construction d'une école, ou alors bah, aller chercher de l'argent pour des financements pour des constructions de ce type-là. Et alors, donc justement, là, tu es dans ton master entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, dans ce master-là? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Est-ce qu'il y a une formation ou un Alors, événement particulier? il y a 2 choses. Donc, pour moi, ce que ça m'a vraiment apporté, qui m'ont le plus servi, cette année pour le moment, au niveau du projet, c'est vraiment toutes les compétences que les profs
peuvent nous mettre à disposition. Et en plus, on sait qu'ils sont tous experts dans leur domaine. Et nous, aujourd'hui, dans notre promo, on est 4. Donc, forcément, c'est un peu des cours semi-personnalisés et ça nous permet vraiment d'avancer concrètement sur notre projet à la fin de chaque séance, à la fin de chaque matière. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plus voilà, axé sur le projet. Et pour moi, par contre, c'est plus toute cette dynamique qui est présente au sein de la Why Not, qui m'a vraiment aidé et boosté à avancer encore plus sur ce projet-là. Ça rejoint un peu ce que tu dis avec la dimension associée. C'est quelque chose qui est, à mon avis, assez difficile à gérer. Et Justine, dans le live de la semaine dernière, en parlait également. C'est le côté solitude de l'entrepreneur. Alors, solitude, ça ne veut pas dire être tout seul sur son projet. Il y a des entrepreneurs qui fonctionnent très bien sans avoir d'associés. Mais c'est cette capacité à aller s'entourer justement de personnes, à être dans un écosystème où plusieurs personnes avancent sur des projets, où on peut échanger, où on peut parler de ses difficultés, où on peut parler de ses réussites aussi, parce que c'est hyper important. Et effectivement, je pense que ça, Pierre, c'est quelque chose qui, toi, te motive beaucoup et te permet d'avancer à fond sur ton projet. Alors, j'ai une petite question de Martin. Alors, plus précisément avec ton associé, c'est comment vous répartissez le boulot? Alors actuellement, vu que je suis encore avec les études, c'est surtout en fait, moi j'avance surtout en cours via avec les profs qu'on a à disposition, les experts qu'on a à disposition. Donc je mets des choses en place avec eux et après en fait on a à nouveau une deuxième réflexion sur ça à deux à chaque fois toujours pour après revenir là-dessus et compléter, peaufiner, améliorer. Voilà. Actuellement, c'est vraiment là-dessus. Et on travaille pour le moment toujours ensemble. On ne sait pas encore te donner, toi, tu es plus là-dessus, toi, tu es plus là-dessus. Pour le moment, vu qu'on est aussi dans la construction du projet, c'est très important pour moi que les deux soient investis dans chaque tâche, chaque étape, pour qu'il n'y en ait pas un qui soit délaissé de un et qui soit plus forcément au courant de l'avancée actuelle du projet. Après, d'une façon générale, je pense que dans l'entrepreneuriat, quand tu crées un projet sur les premières phases de ton projet, comme tu es encore sur disons, sur la phase d'idéation, de test, de toutes ces choses-là, les tâches sont encore trop vagues pour être vraiment spécialisées. Donc, c'est souvent qu'il y a pas mal, il y a pas mal de doublons. Nous, je sais, à Solpedine, avec Martin, on a commencé, on était sur des phases qui étaient assez similaires. Et puis, c'est quand l'activité vraiment va commencer à se développer que là, forcément, ça va se spécialiser. Il y a une personne qui va prendre plus en charge tel aspect, une autre personne qui va prendre plus tel aspect, et ainsi de suite. Mais c'est pas étonnant et c'est pas inquiétant que sur le départ, effectivement, les associés soient sur des problématiques qui sont assez similaires. Et justement, Antonin, donc tu as Solpédienne depuis maintenant 3 ans quasiment. Donc tu as un peu cette double casquette d'avoir monté une entreprise, d'être maintenant coach aussi au sein de la Why Not. Et avec un peu plus de recul, c'est quoi le plus gros challenge pour toi, pour un entrepreneur? Tous. Non, le plus gros challenge, je dirais, il y en a beaucoup. Si je dois en choisir un là comme ça, je dirais, c'est avoir une vision, définir bien sa vision, bien cadrer sa vision, parce que sans vision, forcément, c'est comme quelqu'un qui se noie au milieu d'une piscine et qui fait des mouvements dans tous les sens, mais il va finir juste par s'épuiser. Donc avoir sa vision et puis après euh, établir une stratégie pour pouvoir atteindre à sa vision. Une fois qu'on a établi la stratégie, je dirais que le plus dur, c'est de s'y tenir, parce que quand on lance un projet, euh, sur un business model qui est alors, moins il est stable, plus il est innovant, plus c'est un esprit startup, à mon avis, plus c'est le cas. Quand on lance un projet, forcément, il y a plein d'opportunités qui vont se greffer. Quand on met du cœur à l'ouvrage, quand on bosse sérieusement sur un projet, il y a des gens qui regardent ce qu'on fait, ils vont nous dire, OK, ça nous plaît, ça nous plaît, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça et souvent, on a tendance à dire oui tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que forcément, il y a de la rémunération au bout, parce qu'il y a une reconnaissance, parce qu'il y a de l'épanouissement, parce qu'il y a toutes ces choses-là. Et je pense que la grosse difficulté, c'est d'être capable de dire non et d'être capable de tenir son cap, même s'il y a des offres qui vont un peu à droite, à gauche. C'est d'essayer de continuer à rester bien focus sur son objectif, sur sa vision et sur sa stratégie. Ça, pour moi, c'est un gros point. Et le deuxième point, éventuellement, c'est celui que je disais tout à l'heure, c'est
sur les premières étapes, c'est tout de suite rentrer dans le concret et ne pas avoir peur de se tromper. Alors, c'est le cas pour Pierre, c'est le cas aussi pour les camarades dans sa promotion, mais l'idée, c'est celle-là, c'est d'accepter de se dire, bah, OK, ce que je fais, c'est pas parfait. Parce que de toute façon, si je veux faire quelque chose de parfait, ça va me prendre 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Donc, il vaut mieux que je prenne 2 semaines pour faire quelque chose de bien et que j'aille avec mon quelque chose de bien me confronter un petit peu aux réactions pour pouvoir apprendre à partir de ça. Et plutôt que de rester dans mon coin, bosser sur quelque chose qui finalement verra jamais le jour parce qu'on veut absolument que ce soit parfait. Donc les deux difficultés, c'est ces deux-là pour moi. C'est garder sa stratégie et accepter de ne pas faire parfait. Et justement, Pierre, comment tu gères des fois ce coaching? Parce que des fois, ça peut être compliqué. Tu as une idée, tu te dis c'est génial. Et puis, il y a ton coach qui dit peut-être que là, c'est peut-être pas, peut-être un truc. Comment on gère aussi ça? Parce que c'est quasiment un bébé. Enfin, c'est le truc, c'est tu l'as pensé, tu l'as vécu, tu en rêves. Et comment on gère des fois cette complexité? Bah, déjà, je suis venu déjà chez la Why Not, Mhm. dans l'esprit qu'on allait me confronter à mon projet, Ok. qu'on allait me challenger là-dessus. Donc, moi, je suis toujours ouvert à ce que Antonin me dit. C'est une personne en plus qui aujourd'hui a plus d'expérience que moi, forcément dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est toujours bon de prendre des conseils de personnes qui savent comment ça marche, qui savent des choses que nous, vu qu'on ne s'est pas encore lancé officiellement, on n'a soit pas vu, soit on n'y a pas pensé. Donc, moi, je suis toujours très ouvert à tout ce niveau-là et je ne prends jamais mal les retours qu'on me fait. Même si c'est des critiques, je préfère m'en nourrir plutôt que, tu vois, de me dire: «Ah ouais, non, lui, il dit n'importe quoi, non, lui, il connaît pas le pays, il sait rien, moi, je connais». Enfin, donc voilà, là, je suis surtout là-dessus. Après sur plus, en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est par contre, on en a déjà parlé avec Antonin, c'est qu'on bosse sur des choses qu'on ne peut pas confronter directement et que le jour où on le confrontera, ça se trouve, eh ben, il y aura des modifications parce que, la façon de faire là-bas n'est pas la même, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. C'est même pas Donc si ça, ça c'est se vrai que trouve, c'est hein, un peu c'est sûr. compliqué. Donc c'est ça aussi qui est dur à gérer. Alors, j'ai une question de Camille. Est-ce que tu comptes travailler depuis Madagascar quand vous aurez le terrain ou tu penses rester en France? Est-ce que tu peux nous expliquer justement, ça va être quoi ton programme un peu pour les prochains mois, années sur ce projet-là? Alors, notre but avec, mon associé, donc, s'il n'y avait pas eu cette situation-là, bien sûr, le but, c'était de partir fin 2020, début 2021, dans un hôtel de luxe à l'étranger, pour se faire 1 an d'expérience. Parce qu'on pense que c'est très important pour le jour, où on va aller chercher des fonds pour gagner en légitimité auprès des investisseurs. Parce que bon, voilà, c'est quand même un gros projet. On aura forcément besoin de lever des fonds. Et 2 jeunes de 25 ans qui viennent avec leur idée, mais qui n'ont jamais travaillé dans l'hôtellerie et qui en plus sont français et qui vont à Madagascar, c'est pas forcément, voilà, on peut avoir des retours un peu négatifs à ce niveau-là. Donc notre but, c'était ça, partir 1 an. Et ensuite, par contre, la condition pour partir 1 an à l'étranger dans l'hôtellerie, c'était d'acquérir le terrain avant ça et de le bloquer. Comme ça permet au moins d'arrêter, l'idéation et de vraiment que ça devienne vraiment concret. Et nous, ça nous permet aussi pendant 1 an, pendant notre, expérience, de pouvoir, adapter notre, idée au terrain qu'on aura. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Et ensuite, à l'issue de cette année-là, c'est, chercher les fonds et ensuite, lancer directement la construction de l'établissement. Et sur la période de la construction de l'établissement, on sera sur place. Peut-être pas les 2 toujours en même temps, mais il est très important qu'il y ait toujours une personne sur place. On l'a déjà vécu avec mon père, avec sa maison, qui a rencontré pas mal de difficultés du fait qu'il n'était pas sur place pendant la construction, justement. Il y a eu pas mal de soucis et du coup, on veut pas du tout revivre ça. Et c'est aussi l'avantage, d'avoir eu, l'expérience de mon père à ce niveau-là. On sait qu'il y a des choses à ne pas refaire, dont, laisser un chantier, à distance. Alors justement, j'ai une autre question de Boubacar. Quelle est la différence entre le personnel malgache et le personnel français? Quelles sont les grosses différences culturelles que tu as pu ressentir, toi?
Alors déjà, le personnel malgache, il va pas avoir les mêmes enjeux que nous. Nous, on va eux, en fait, ils sont très beaucoup dans une démarche au jour le jour. C'est ça la grosse difficulté qu'on va rencontrer. Ça, on a déjà discuté avec des personnes sur place qui ont déjà eu cette expérience-là. Un malgache, il va pouvoir, même s'il a une très bonne situation, il va pouvoir rester dans son travail 2 mois. Au bout de 2 mois, vu qu'il aura assez d'argent, il va arrêter de travailler et il va revenir 2 mois après, ainsi de suite. Et donc, nous, la grosse différence et le gros enjeu pour nous, ça va être de fidéliser notre personnel et de le pouvoir, grâce à ce qu'on peut leur offrir de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, rester chez nous. Et surtout, parce que la formation va être plus longue. Voilà, tout est plus long déjà aussi, il faut savoir, tout est plus long là-bas que chez nous. Tout met plus de temps. Mais le principal enjeu, ça va être ça va être la fidélisation du personnel, qui n'est pas forcément un problème en soi. Après, ça dépend des secteurs en France, mais en France, c'est rare qu'une personne reste 3 mois, parte parce que ça y est, j'ai assez pour de quoi acheter ma bière et dormir et manger, j'arrête de travailler. On n'est pas dans cette vision-là et dans ce fonctionnement-là. Et donc, voilà. Ouais, je comprends. Et justement, comme c'est un projet à long terme, est-ce qu'il y a parfois une peur de se dire, mais en fait, ce projet, il sert à rien, enfin, c'est trop long, c'est trop loin, j'y arrive pas. Comment tu fais pour trouver des petites astuces pour te dire, non, c'est bon, c'est toujours mon projet, en fait, ça va le faire. C'est l'échange avec mon père parce que, en fait, l'avantage, c'est que quand lui, il est sur place, il permet, même si on n'a pas lancé le projet, etc., il permet de confronter l'idée aux locaux, aux touristes, via les touristes qu'il a aussi dans sa maison régulièrement. Donc, ça permet au moins d'avoir toujours une notion de se dire, là, écoute, ça fait peut-être longtemps, mais au moins, on sait que les gens sont toujours intéressés. On sait que les communautés locales les intéressent. Et donc ça rassure surtout, en fait. Ça rassure son moral. Et justement, Antonin, sur un projet à long terme comme ça, les points essentiels pour toi en tant que coach, en tant que un peu de guide, entre guillemets, sur quoi tu vas plus t'appesantir? Cette dimension, ouais, la complexité, effectivement, c'est celle-là. C'est comment on fait pour faire en sorte que le projet avance alors qu'il y a la distance géographique et éventuellement même la distance temporelle par rapport au moment de la construction. Donc, ça, c'est un gros point sur lequel on bosse pas mal avec Pierre. À chaque fois qu'on a un point, c'est OK, quelles sont les étapes qui font que comment on fait pour avancer sur le projet avec la distance. Ça peut passer par peaufiner justement le plan de financement du projet. Quels sont les besoins qu'il va y avoir pour construire, préparer aussi l'acquisition du terrain. Ils bossent beaucoup là-dessus. Travailler, développer aussi et bien cibler sur des dimensions plus marketing, la cible, qui est-ce qu'on va viser? Est-ce qu'on est bien raccord? Est-ce qu'il y a une belle cohérence? Je ne sais pas si nous, on utilise beaucoup en début de parcours à la Why Not le business model Canvas, qui est un outil que pas mal d'entrepreneurs utilisent. Et dedans, il y a 9 cases. Et le grand enjeu en fait entrepreneurial, ça va être de mettre en cohérence ces 9 cases-là. Toujours de mettre en cohérence ces 9 cases-là. Donc, par exemple, le segment clientèle, qui sont mes clients, avec la proposition de valeur ou avec les canaux de communication. Ça va être vérifié et travailler, optimiser chacun de ces aimants-là pour qu'il soit le plus cohérent possible avec l'ensemble possible du projet. Donc, ouais, la grosse complexité, c'est celle-là. C'est à la différence d'éventuellement des camarades de promo ou d'autres entrepreneurs de la Wine Factory qui sont tout de suite, ils ont une idée, ils la testent et il y a le feedback immédiat. Pierre, il a ça sur une distance qui est bien plus longue. Et donc, il faut essayer d'adapter pour que le boulot qu'il fait maintenant, ce soit du boulot qui puisse lui être vraiment utile par la suite. Et ça, d'une façon générale, je dirais, c'est un état d'esprit qui est un peu contre-intuitif par rapport au fonctionnement de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Le fonctionnement de l'entrepreneuriat aujourd'hui et l'agilité, c'est de dire, vous avez une idée,
vous vous concentrez sur les 20% essentiels de cette idée-là, c'est Pareto. On se concentre là-dessus. Ça va permettre de tester des choses et de vérifier tout de suite et d'avoir des informations automatiques, le fameux feedback. Et ce feedback-là, ça va permettre de, on continue ou on fait un pivot. Et à chaque fois, on fonctionne comme ça. Eh ben, Pierre, il n'a pas du tout ce fonctionnement-là, en fait. Alors, déjà, probablement, par la nature du projet en elle-même, qui est une nature assez cadrée, en fait. C'est un business model qui n'est pas compliqué. C'est l'hôtellerie, c'est un business model qui existe depuis la nuit des temps. C'est pas un business model qui est complètement innovant, qui est complètement déroutant sur le principe, sur le modèle. Donc, des choses qu'il faut tester à tout prix et sur lesquels il y a un grand risque. Non, le fonctionnement d'hôtel, on sait que ça va être déterminé beaucoup par la location de l'hôtel, par les tarifs qui vont être appliqués, par le service qui est proposé, par toutes ces choses-là. Donc, les zones de risque, elles sont un peu moins grandes. En tout cas, elles sont un peu moins présentes que sur un business model qui est complètement innovant, complètement révolutionnaire de quelqu'un qui lancerait, je ne sais pas, la nouvelle plateforme à la mode pour commander son barbier. Je sais que c'est un sujet actuel pour moi en ce moment. Mais donc ouais, c'est vraiment ce point-là, c'est d'essayer de fonctionner contre-intuitif, pas en se disant, on essaye d'être hyper agile et de tester des trucs limite à la journée, mais en essayant de poser des grandes briques dont on sait qu'elles vont rester dans la durée et qu'elles pourront être utilisées dans 6 mois, 1 an, quand la construction commence réellement. Pour revenir un peu juste une dernière fois là-dessus, c'est pour moi le plus important, vu que c'est long, à long terme et à distance, c'est que le cœur du projet, on doit en être sûr et on doit le garder jusqu'au bout. Forcément, après, il y aura des petites modifications. Mais si on remet en question fréquemment son projet, étant à distance et étant en fait à long terme, on n'y arrivera jamais et ça tombera sûrement à l'eau. Donc le plus important, c'est vraiment de garder le cœur du projet et de s'y tenir et après d'améliorer. Ouais, c'est vraiment cette notion de stratégie qu'Antonin expliquait en disant t'as ta vision et il faut que tu t'y tiennes, sinon ça s'écroule Ouais, tout le temps et c'est exactement. infernal, quoi. Alors j'ai une Exactement. autre question de Ami, j'espère que j'écorche pas trop le prénom. En termes de législation malgache, comment tu comptes t'y prendre? Sur tout ce qui est droit de la construction, droit du travail, ce genre de choses. Alors donc un avantage qu'on a, nous, par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est que tout ce qui est administration est en français. C'est la Ok. langue officielle au niveau de l'administration. Donc ça, c'est un plus pour nous. Sachant que c'était une ancienne colonie aussi française, il y a quand même s'il y a des différenciations, il y a quand même une grosse base, par exemple, du droit malgache qui vient du droit français. Donc ça reste un avantage pour nous. Et après, c'est comme j'ai dit auparavant, c'est s'entourer des bonnes personnes. Donc là où actuellement on est je suis par exemple en train de travailler sur le droit, mais donc c'est le droit français. Mais voilà, essayer, déjà, je fais beaucoup, comment dire, d'after work avec une association où il y a la diaspora malgache qui est très présente. Ok. Donc forcément, ça te permet en fait de te faire des contacts, de parler de ton projet. Et puis, à cet after work, tiens, tu rencontres un avocat. Enfin voilà, la dernière fois, je suis à un after work, j'ai rencontré un avocat malgache qui était aujourd'hui en France. Son frère est avocat à Madagascar. Voilà, ça fait le lien et tu peux, tu vois, avancer comme ça. Mais et comme après, comme je l'ai dit aussi, c'est comment dire, se renseigner. C'est faire une veille de toi-même. Sans ça, il y a plein de choses que tu pourras soit vouloir mettre en place, soit que tu mettras en place qui ne seront pas adaptées ou alors qui ne fonctionnera pas au vu du pays en fait où tu vas. Donc pour moi, c'est ça, c'est essayer de parler au maximum avec des Malgaches, voir ce qu'ils en pensent, leur retour. Est-ce que ça c'est possible? Eux, ils connaissent mieux que moi le pays, ils y ont grandi. Donc pour moi, voilà, c'est là-dessus que je dois me focus et sur là-dessus que je dois m'appuyer en fait. Alors, on va bientôt finir le live dans 3-4 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question une personne qui aurait une autre question à poser sur le principe de l'hôtellerie ou autre? Juste en attendant, pour compléter ce que disait Pierre là sur la dimension, la législation malgache. Mais d'une façon générale, je pense que
pour s'internationaliser. Il n'y a pas le choix, il faut s'imprégner aussi de la culture, des textes de loi, de toutes ces choses-là, des pays dans lesquels on veut s'implanter. Même si on entreprend en France, en fait, on le fait naturellement, mais d'autant plus si on part à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose que Pierre a fait. Je crois que tu l'as fait assez naturellement parce que Ouais. dès le départ, en fait, dès le début de ton projet, tu étais déjà en fait en train de discuter avec des gens qui étaient déjà spécialisés sur le pays de Madagascar. Et ça t'a permis aussi non seulement ça permet de confronter son projet et de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais surtout ça permet de l'affiner. C'est-à-dire que ça t'a permis aussi, toi, de modifier certaines choses dans ton projet en fonction des retours que tu as pu avoir, en fonction des expériences, des retours d'expérience. Et ça, je pense que ça, c'est un atout qu'on entreprenne en France ou à l'étranger, c'est un gros atout de l'entrepreneur d'être capable d'être à l'écoute. En fait, être à l'écoute, c'est un peu ce que dit Pierre depuis tout à l'heure. Hein. C'est cette capacité d'accepter la critique, d'accepter la remarque, d'accepter le fait que tout n'est pas exactement comme on l'a pensé la première fois. Et puis si, d'une façon générale, si vous pensez que votre projet va avancer exactement comme vous l'avez planifié, vous mettez le doigt dans l'œil. En vrai, il va être adapté par la confrontation avec le terrain, avec le marché, avec toutes ces choses-là. Et c'est la rencontre entre votre vision de votre projet et la réalité du terrain qui va former quelque chose de beau, de viable. Et le projet, il va sortir de ça à la fin. Alors, on n'a pas d'autres questions du coup. Est-ce que Pierre, tu aurais un dernier conseil pour les étudiants entrepreneurs qui veulent se lancer? Alors, déjà, n'attendez pas de finir vos études pour commencer à entreprendre. Ça, je pense que c'est très important. Même moi, au début, j'avais du mal à me dire, il est possible de commencer à entreprendre dans le cadre de ses études. Ça, pour moi, c'est révolu. Ça, on peut le faire et je le conseille fortement. Et surtout, même si c'est pas forcé, en fait, c'est le fait de se faire accompagner par une structure donc que ce soit un incubateur, c'est essentiellement quand même des incubateurs, mais même un accélérateur, et cetera. C'est que de toute manière, on avancera mieux et plus vite grâce à ça. Et j'ai pu le voir aussi durant cette année. Et moi, je conseille vraiment à tout entrepreneur qui est toujours en phase d'idéation de s'approcher de ces structures-là, donc de la Why Not, d'autres, hein, mais bien sûr la Why Not. Mais voilà, de se faire aider et accompagner. Et surtout, Super. de saisir les opportunités et de se lancer, quoi. Merci beaucoup pour ça. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous faire plaisir. On revient dans 2 semaines avec Lucas, qui est un entrepreneur qui travaille notamment dans la musique et qui a lancé son propre studio de musique. N'hésitez pas à contacter Pierre aussi si jamais vous voulez Ouais, réserver des n'hésitez salles pas. déjà, réserver des chambres à Madagascar. Ou même si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions, à vos demandes. Et puis même si c'est juste pour échanger, voilà, moi je suis ouvert, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Merci à tous et passez Merci. une bonne soirée. Salut. Ciao.